Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire Monaco Digital en partenariat avec IBM, où nous allons vous présenter comment transformer vos processus métiers à l'aide des assistants IA, et plus particulièrement avec l'outil IBM Watson X Orchestrate. Donc, je me présente, Sébastien Trivelin, directeur du centre de service ingénierie logicielle et IA au sein de Monaco Digital. Je suis accompagné de Mathéo Procope. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, Mathéo Procope, je fais partie des équipes avant-vente chez IBM France. Et en tant que spécialiste technique, je me spécialise sur les solutions assistants IA, notre plateforme qui va être watsonx.ai, qui permet d'infuser l'IA générative dans l'entreprise. Et j'ai la chance de travailler avec des clients de un petit peu tout secteur, de toute taille, sur l'utilisation de nos technologies avec des partenaires lors de POC et de MVP, donc de phase de prototypage. Merci Mathéo. En sommaire, donc, nous allons voir la place des assistants et des agents, les agents qui sont une actualité sur l'IA à l'ère de l'IA génératif. On va assez rapidement passer sur deux démos qui vont présenter des cas d'usage très concrets, ainsi que la découverte de la solution, et on finira par des questions-réponses. Alors, une brève présentation de Monaco Digital. Donc, Monaco Digital est une entreprise monégasque fondée il y a 15 ans, qui aide les acteurs économiques et les accompagne dans leur transition numérique. Aujourd'hui, avec 330 employés sur Monaco, mais pas uniquement, puisqu'il a également des agences en France, sur Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Lyon et Paris. Et on œuvre dans l'ensemble des métiers de l'informatique au travers de 6 centres de services, intégration technologie, cybersécurité, conseil et transformation digitale, cloud, infogérance et ingénierie logicielle et IA. Donc, ce webinaire est présenté, co-animé Monaco Digital IBM, puisque nous avons monté un partenariat fort sur les sujets de l'IA. Nous sommes aujourd'hui Silver partenaire IBM sur ces solutions-là, et nous disposons de différents profils, tous certifiés sur les solutions IBM, pour pouvoir vous accompagner dès la phase préparation sur un projet, apporter l'acculturation jusqu'à la phase d'implémentation, à l'aide des équipes IBM toujours. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter watsonx Orchestrate, précisément. Alors, qu'est-ce que watsonx Orchestrate? On part sur la notion d'agent IA. Les agents IA qui permettent des automatisations de flux de travail alimentés par l'IA. Je vais laisser la parole à Mathéo pour exposer davantage ce dont on parle sur les agents IA et plus particulièrement sur watsonx Orchestrate. Oui, merci beaucoup, Sébastien. Avant de me lancer dans les agents, je vais essayer de respécifier un petit peu tout le jargon technique, tous ces nouveaux termes, vocabulaires, etc. Donc déjà, premièrement, vous avez tous connu historiquement les assistants traditionnels. Donc ça, en bas, vous voyez un petit peu la courbe chronologique qui dit que c'était un petit peu les solutions d'hier. C'était des parcours très scriptés où on devait tout précoder à l'avance. C'était ces fameux arbres de dialogue. Donc c'était extrêmement dur à maintenir. C'était très robotique. Donc l'expérience était pas très fluide. Quand on posait une question, quand le mot n'était pas parfait, le robot, l'assistant ne pouvait pas nous répondre. Donc automatiquement, on était obligé d'utiliser des synonymes. Et donc ça a été une promesse un petit peu trop tôt. On a eu des petits assistants en bas à droite des sites web un petit peu trop tôt. Et ça n'a pas été très performant. Aujourd'hui, on va être sur des assistants IA. Les assistants IA sont beaucoup plus conversationnels. Ils arrivent à détecter les intentions en utilisant des modèles d'IA générative, mais pas que, également du machine learning et des avances autour du NLP, qui va être le traitement du langage. Il va réussir à ces assistants, pardon, IA vont réussir à maintenir le contexte. Donc, on va pouvoir aller chercher dans des bases documentaires des informations. On va pouvoir garder l'historique de conversation, des informations au sein d'un CRM également, par exemple, sur les achats récents, etc. Avec beaucoup d'IA générative, donc à savoir tout ce qui va permettre de faire de la génération de texte, d'extraire des résumés, de classifier, tout ce que fait l'IA générative si bien. Et le futur de demain, ça va vraiment être ces agents. Quand on parle d'agents, on quitte les assistants parce qu'on va vraiment être dans tout ce qui va être autonome. Donc, un assistant, ça réagissait. Un agent, ça va
agir. L'agent, il va réussir à prendre des décisions de manière autonome en utilisant l'IA générative. Ces décisions, l'agent va pouvoir raisonner, planifier son plan d'action et utiliser des outils. Ces outils, on appelle ça des tools. Un outil, ça peut être, par exemple, un moteur de recherche. L'agent va pouvoir, en s'appuyant sur une IA générative, aller faire des recherches sur le web. Il peut également se connecter à des systèmes via des API. Donc, se connecter à des CRM, à des ERP, des outils de ticketing, à ServiceNow. On peut citer également des connexions à Salesforce, à SAP. Donc, tous ces progiciels du marché, et même en dehors de ces gros progiciels, à partir du moment où un système donne accès à une API, ces agents, de manière plus ou moins autonome, vont pouvoir planifier des étapes pour répondre aux questions et aux attentes. Ça peut être des problèmes plutôt complexes et on va un petit peu présenter ça avec Sébastien. Dernièrement, juste, ce qui est important, c'est que ces agents, je me doutais, j'ai donné le mauvais mot-clé, excuse-moi Sébastien. Euh, il y a vraiment cette approche multi-agent et il faut garder en tête qu'il y a de la collaboration. Voilà, merci bien. Donc les équipes IT aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'il y a énormément de logiciels dans l'entreprise. Donc voilà, si vous travaillez même dans des petites entreprises, donc pas forcément les grands groupes, il faut comprendre et monter en compétence sur plein d'outils. Donc comment enregistrer un ticket, comment poser mes congés, comment savoir quand est-ce que je vais être payé, comment envoyer un bon mail, comment automatiser ces tâches. Donc c'est autant d'apprentissage que de systèmes au sein de l'entreprise. En plus de ça, l'expérience, elle est extrêmement fragmentée. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'envoyer un mail client, je suis obligé d'avoir mon CRM d'ouvert, je suis obligé d'avoir Gmail ou Outlook d'ouvert. Je vais également être connecté sur Maged, sur SharePoint, pour lire les documents produits. Donc c'est vraiment assez difficile, ça nécessite beaucoup de copier-coller, c'est très répétitif. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est automatisé. Et donc là, on va passer sur la promesse de watsonx Orchestrate. Merci Mathéo. Alors très rapidement, on passe sur les démos pour arriver sur le concret. Première démo qui permet de booster la productivité des ventes. Pour redonner le contexte, nous sommes une société de courtage en assurance. Les agents commerciaux consacrent beaucoup de temps, trop de temps à de nombreuses tâches, tout en passant constamment d'une application à l'autre pour effectuer leur travail. Donc ça perd le focus sur leur cœur même de métier. Et c'est ce qu'on cherche à améliorer. Pour cela, on va mettre en place, à l'aide de watsonx Orchestrate, une séquence de compétences qui exécute les multiples étapes de processus de vente incitative à l'aide d'un flux de travail. Un flux de travail, c'est une séquence de compétences où les entrées-sorties, en termes de données, des tâches individuelles sont reliées entre elles pour réduire la saisie des données et l'intervention de l'humain. Donc, les différentes étapes, la première étape sera de rechercher dans le CRM. Rechercher dans le CRM tous les clients qui peuvent potentiellement vouloir bénéficier d'un nouveau produit d'assurance. Donc, on va chercher les clients qui ont eu des changements dans leur vie familiale récemment. Deuxième étape, on va sélectionner le produit correspondant. Donc, on va avoir du prédictif sur le produit de l'assurance qui pourrait correspondre à ce changement pour cette personne-là. Troisième étape, on va préparer une campagne de marketing pour ce client, pour le produit sélectionné, et enfin, envoyer cette campagne de marketing. Je passe sur la démo. Voilà, donc là, on est dans l'environnement IBM watsonx Orchestrate. On a un module chat. Ce n'est pas un environnement fourni sur le mode production. Par contre, c'est un environnement avec un projet abouti. Donc aujourd'hui, sur l'assistant, je vais lui demander alors, write an upsell email to my customer. Donc on va demander de générer un email pour les clients, mais pas uniquement un email standard. On va le personnaliser. Pour cela, première étape, on voit qu'il y a une première compétence qui a été lancée par watsonx Orchestrate, qui est d'identifier tous les clients qui ont eu des changements récents. Donc, un enfant qui a eu les 25 ans, un nouveau véhicule ou autre, avec certaines informations du client qui peuvent être nécessaires et opportunes pour le choix du produit. On va sélectionner le premier cas, donc la personne de 42 ans, John Collins,
dont son enfant a récemment eu 25 ans. On applique ça pour les prochaines étapes, que j'avais énumérées. Et là, on revient ici. La recommandation, c'est le produit Silver Level Marketplace Plan. Pourquoi? Parce qu'il est identifié par rapport à sa tranche d'âge, à sa situation familiale et notamment au changement récent, que le produit idéal pour cette personne, qui pourrait être opportune, était ce plan-là. Donc, l'IA va ici générer, grâce à l'IA génératif, notamment ici est utilisé le modèle Granite d'IBM, qui, on sait, est un modèle sécurisé pour l'entreprise. Un prompt prêt à l'emploi pour pouvoir générer justement la campagne de marketing, où on précise que l'enfant a récemment eu 25 ans. Aux États-Unis, tout adulte à partir de 26 ans doit avoir sa propre assurance vie, donc assurance santé. Donc, on fournit ce prompt en termes d'instruction. Et la prochaine étape, c'est de constituer l'email qui est prêt à envoi directement auprès du client. Donc, cet email utilise le modèle identifié Granite pour générer tout le contenu du corps du mail, récupérer les données qu'on a eues précédemment, notamment avec l'adresse email, pour pouvoir constituer l'email prêt à l'emploi. Donc, on a bien l'email à qui il est envoyé, le sujet et l'email body, où on précise qu'on a identifié que votre enfant a récemment eu 25 ans. On rappelle la loi qui nécessite à 26 ans d'avoir sa propre assurance santé et on propose le produit. L'IA a également fait un discount de 15% sur l'historique de ce client-là. Et bien sûr, un contrôle humain peut être nécessaire pour l'envoi, pour vérifier, notamment en termes de discount, si ça correspond bien à la politique de l'entreprise. Je vais envoyer l'email, mais on voit ici que toutes ces étapes peuvent être davantage automatisées. Là, il y a eu une étape humaine pour passer des étapes à une autre, mais ça peut être automatisé de bout en bout. Regardons un petit peu dans la plateforme de Watsonix Orchestrate. On a une partie monitoring où on voit le temps sauvegardé par rapport à cette demande. Donc, on a préservé 29 minutes par rapport à une action humaine qui nécessitait toutes ces tâches qui ont été entreprises. La tâche la plus importante était notamment de trouver le bon produit correspondant à ce changement récent familial de la personne. Un autre temps nécessaire était la génération d'un email. La génération d'un email est estimée à 3 minutes. Donc, ce temps-là, c'est l'IA qui a permis de générer ce temps-là à très peu et de préserver 29 minutes de temps, ce qui est assez considérable quand on multiplie ça par le nombre d'agents auprès de l'assurance, de la compagnie d'assurance, par jour et par semaine. Donc, là, je vous ai montré la démo. Je vous présente brièvement aussi comment la plateforme permet de mettre ça en place. Une première étape, ce sont les catalogues de skills, donc les catalogues de compétences. On a un certain nombre de skills prédéfinis, prêts à l'emploi, un grand nombre, avec, ça peut être du Slack, du Teams pour l'aspect communication, du ServiceNow pour le ticketing, tout un tas d'outils. Donc ça, ce sont ceux qui sont natifs, prêts à l'emploi, et on peut l'enrichir avec nos propres skills. Donc c'est ce qui a été fait notamment ici, notamment pour faire le prédictif sur le produit idéal pour le changement pour ce client-là. Ensuite, ce qui est intéressant de vous montrer, c'est qu'un flux de travail est constitué de plusieurs skills et un projet peut constituer également plusieurs skills en un pour être utilisé dans un flux de travail. Si on reprend la première étape qui constitue de chercher le produit idéal et de initier le prompt pour le modèle de LLM, donc de génératif, en vert, vous avez en bas ici la source de données, le client, les changements récents. On concatène ça pour trouver la recommandation du produit, préparer une instruction pour le LLM et préparer le prompt final pour lancer la campagne de marketing.
Tout ce projet est utilisé dans le flux de travail que je vais vous présenter, qui a permis de générer cette démo. Donc, première étape, on récupère tous les clients qui ont eu des changements récents. Deuxième étape, on identifie du coup les produits identifiés pour ces changements. Et ici, on voit qu'on est sur du no-code en termes d'utilisation. L'apprentissage est assez rapide sur cette plateforme puisque c'est du drag and drop en gros pour une fois qu'on a les skills pour les implémenter les unes après les autres, de manière incrémentale ou pas. Et on récupère les données des actions précédentes. Donc ici, il nous faut l'âge de la personne. On récupère dans l'action précédente Get Customers le champ correspondant âge. Donc j'ai déjà fait, c'était pour vous montrer comment récupérer ce champ-là. On passe à l'action suivante qui est générer un email. Et enfin, l'input forms qui permet d'envoyer l'email. Et là, identique, on va récupérer l'email body qui a été fait dans l'action précédente, generate an email, generate text. Et on récupère également dans la toute première action qu'on avait, c'est là où on va récupérer l'email de la personne en question. Donc ça, c'était pour cette première démo. Mathéo va rentrer davantage en détail sur une autre démo. Je te laisse la main, Mathéo, si tu veux, pour Ouais, la partage. merci beaucoup. Merci beaucoup, je vais partager mon écran, effectivement. Hop. Hop. Super. D'ailleurs, n'hésitez pas au courant des démos ou des présentations à poser vos questions dans le chat. On y répondra tout à l'heure, mais ça vous permet de poser la question au bon moment et on pourra toujours retourner sur ces fameux écrans. Donc là, ce que Sébastien vous a montré, c'était un super cas d'usage qui a permis d'économiser 30 minutes et qui montre à quel point est-ce que c'est vraiment plus simple et industrialisable de créer des agents qui vont permettre d'accéder à différents systèmes. Donc, il vous a montré la partie chat, la partie skills. Donc, des skills, c'est un petit anglicisme pour compétences. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce qu'il a présenté, on pourrait l'intégrer dans un assistant. Donc, on pourrait créer des assistants et déployer ces assistants au sein de l'intranet d'une entreprise, au sein d'un site web. Donc, au sein de la plateforme, on a également un constructeur d'assistants qui va permettre de créer une ribambelle d'assistants. Et donc, moi, j'ai créé un petit assistant qui va me permettre, en tant que commercial dans le monde du BTP, d'être plus performant dans le monde, dans mon travail. Donc l'idée, moi, de ma démo, c'est de vous montrer à quel point, en dehors des automatisations qu'a montré Sébastien, les agents vont permettre de répondre à des questions en se basant ou sur des informations que le modèle a, ou sur des informations au sein de votre entreprise. Et donc ça s'appelle une architecture RAG, RAG. Donc c'est le fait d'aller récupérer de l'information et de coupler une information fiable avec l'IA générative. Donc premièrement, on va pouvoir, alors je vais zoomer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus gros. On va pouvoir, imaginons, moi je me connecte, je suis commercial dans le monde du BTP, spécialisé dans tout ce qui va être énergie renouvelable, et je vais dire, allez, c'est parti, j'ai envie de préparer mes rendez-vous. Donc là, mon assistant va me dire, OK, est-ce que vous voulez voir vos demandes en attente, obtenir une fiche client? Moi, dans ce cas-là, j'aimerais bien obtenir une fiche client. Donc, de la même manière que Sébastien, l'assistant va se connecter à mon CRM d'entreprise. Donc, il va se connecter à la source qui va me permettre d'avoir toutes les informations. J'ai envie de poser des questions à propos de Paul Berthier. Donc, moi, j'aimerais bien récupérer une fiche client sur Paul. On va pouvoir filtrer au sein de mon CRM quelle information j'ai besoin dedans. Donc, c'est bien ça, Paul Berthier. Je peux valider en langage naturel ou je peux cliquer et être accompagné. Donc là, en quelques secondes, on va être connecté sur le CRM d'un seul portail. Donc moi, j'ai juste envie d'avoir son nom, mais allez, également sa description. Donc voilà, qui il est. Super. Donc Paul Berthier, OK, donc c'est profession, il est cadre, il va pouvoir bien investir. OK, ça peut être un bon client à cibler. Et donc j'aimerais bien continuer et pourquoi pas lui envoyer un mail. Utiliser l'IA générative pour faire un premier mail de prospection. Donc là, j'ai une super fiche de synthèse qui va me permettre de récupérer toutes ces informations. Concrètement, je peux rajouter un skills dans ce fameux skills flow qui va me permettre de me connecter à Gmail ou à Outlook
Donc moi, j'ai pas pu le faire. On n'a pas forcément les droits avec nos instances professionnelles, mais on imagine que concrètement, le mail a été envoyé et donc ce fameux prospect, Paul Berthier, est intéressé pour des panneaux solaires. Par contre, il me demande des questions. Il me pose des questions. Il me dit, bah d'accord, je suis intéressé, mais qui peut installer les panneaux solaires? Moi, j'ai pas l'information. Donc je vais demander à mon assistant qui peut installer des panneaux solaires. L'assistant va s'appuyer sur une IA générative qui a été entraînée sur tout ce qui va être panneaux solaires, et je vous montrerai juste après comment. Et donc va me répondre, me dire voilà, l'installation des panneaux solaires est réalisée par les équipes d'EDF. Et donc il y a quelques informations complémentaires. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, voilà, quelle est la durée de vie des panneaux. Donc encore une fois, l'assistant va conserver l'historique de conversation et va me trouver la réponse. Donc là, c'est très spécifique. Donc ça va être une IA générative qui a été spécialisée pour mon cas d'usage. Et donc je vais avoir l'information que voilà, les panneaux solaires, voilà, la durée de vie, c'est environ 30 ans. Et suivant les gammes, c'est entre 20 et 50 ans. Donc Sébastien, tout à l'heure, vous a montré une démo en anglais. Moi, je pose mes questions en français. L'outil Watsonix Orchestrate peut gérer plusieurs langues. Et la force de l'IA générative aujourd'hui, c'est le fait d'être multilingue. Par contre, donc là, j'ai posé des questions à mon IA générative, mais j'aimerais bien aussi questionner tout ce qui va être fiche produit. Donc, je me prépare pour mon rendez-vous. J'ai besoin d'être calé sur les produits que je vends. Donc, j'aimerais bien faire une recherche produit. Donc, j'ai quelques questions à préparer. Par exemple, une question peut être quelle est la limite de température pour l'ondulateur? Donc, c'est une question extrêmement spécifique. L'IA générative n'a pas forcément la réponse. Et donc là, que va faire mon assistant? Mon assistant va aller chercher la réponse dans un moteur de recherche. Le moteur de recherche est connecté au référentiel produit de l'entreprise. Dans ce cas-là, il me trouve une source qui est intéressante, qui va être les informations spécifiques du produit sur l'ondulateur. Et on va appliquer une couche d'IA générative qui va nous permettre d'avoir une réponse très conversationnelle. Donc là, moi, je suis prêt, en tant que commercial dans le BTP, à aller à mon meeting. J'ai l'information, voilà, que les ondulateurs peuvent fonctionner de -40 à 60 degrés, par exemple. J'ai également les informations sur les panneaux solaires et j'ai réussi à récupérer toutes les informations au sein de mon CRM. Donc la source, d'ailleurs, ça va être ici, la source de la dernière réponse sur la température. Voilà, c'était au bas de ce paragraphe. L'IA générative peut analyser des tableaux. Donc dans ce cas-là, il s'est connecté et il a eu accès au PDF. La base de connaissances, ça peut être également un Google Drive, ça peut être un SharePoint, ça peut être une base de données. Concrètement, aujourd'hui, nos assistants peuvent se connecter à des bases de données, à des CRM et également utiliser l'IA générative pour répondre aux questions. Et le tout a été créé en low-code, no-code, de manière assez rapide. Donc si je vous montre un petit peu les actions, par exemple, information panneau solaire, j'ai entraîné une IA générative. Je vais donner des exemples de phrases qui vont permettre de reconnaître une intention d'utilisateur. Et ensuite, j'ai utilisé Lama 370, mais vous pouvez utiliser plein de modèles d'IA générative. IBM a une stratégie très open source. Donc, on a nos propres modèles Granite, mais vous pouvez également utiliser Lama ou Mistral, Cocorico, une pépite française, qui est très pertinente. Donc, mon IA générative, je lui ai donné plein de contextes sur les informations des panneaux solaires. J'aurais même pu le réentraîner avec des techniques de fine-tuning, de prompt tuning qui permettent de réentraîner des modèles. Je lui ai donné des instructions. Voilà, tu es un assistant qui va conseiller les salariés sur l'énergie verte et les panneaux solaires, mais essayer de répondre aux questions uniquement en français. Et le tout, avec ces quelques prompts, il va m'apporter des réponses. On a également d'autres actions, par exemple la question sur le produit. Quand j'ai questionné le produit, comment est-ce qu'a été fait mon action? Une action peut avoir plusieurs étapes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est je lui ai dit, voilà, quelle est votre question? J'ai posé ma question sur les ondulateurs. Cette question a été envoyée à un moteur de recherche. Le moteur de recherche a renvoyé la réponse. J'ai proposé à l'utilisateur de continuer sur plus de questions. Avez-vous plus de questions produits? Oui, non. Si c'est oui, en low-code, no-code, on rajoute des conditions. Si c'est oui, alors j'aimerais bien que tu boucles et que tu me reposes toutes les questions. Si c'est non, c'est terminé. Voilà, et on a des petits outils qui permettent de visualiser les actions. Donc si je dis zoom, hop, qui permettent de visualiser un petit peu les workflows. Et donc ça permet d'avoir des workflows parfois déterministes, où on va guider l'utilisateur, et parfois on débranche sur l'IA générative qui va de manière autonome trouver des réponses.
Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'ai regardé juste après. Le tout est fait vraiment pour l'entreprise. On a du versionning, on peut avoir des versions publiées, des environnements de draft, des environnements de test. Et ce qui est important et essentiel, ça va être la plateforme d'analyse. La plateforme d'analyse va pouvoir traquer en détail tout ce qui se passe au sein de l'assistant, nous permettre de savoir combien d'utilisateurs utilisent l'assistant, quelles sont les requêtes, est-ce que j'ai fait appel à des skills, donc des CRM, est-ce que j'ai fait appel à des agents qui sont spécialisés sur des sujets, est-ce que j'ai fait appel à des actions précodées. On va détecter la reconnaissance d'intention. On va détecter les questions les plus fréquentes. On a plein de fonctionnalités et on a également le fait de pouvoir suivre toutes les conversations qui ont été posées. Donc, ça va vraiment permettre d'améliorer l'assistant. Voilà. Donc, on a toutes les informations. Les informations, de toute façon, sont chiffrées sur notre plateforme. Nos IA génératives, de manière standard, n'utilisent aucune des données pour réentraînement et tout est chiffré. Donc, il y a un engagement assez fort sur tout ce qui est respect de la vie privée et le mot confidentialité. Voilà, j'y arrivais pas avec l'anglais. Donc, voilà un petit peu notre solution d'assistant. Et je vais juste basculer un petit peu. J'ai 3 decks pour expliquer comment est-ce que ces démos ont été créés. Donc voilà. On a eu une présentation que je viens de faire, c'était en interne, donc pour les collaborateurs. Sébastien en a fait une pour des experts métiers, donc des personnes qui s'occupaient des assurances. On peut imaginer également faire des assistants pour des clients. L'assistant est omnicanal, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer sur plein de canaux différents, sur Teams, sur Slack. Nous, chez IBM, on l'a sur Slack également. On peut le faire par la voix. Aujourd'hui, avec les avancées sur tout ce qui va être speech to text, text to speech, large speech model. Donc là, c'est plein d'acronymes et de jargon, mais de manière générale, ça veut juste dire qu'on peut interroger ces agents par téléphone et ça fonctionne très bien. On a une expérience conversationnelle, on a un routage. Ça va permettre, on a montré tout à l'heure, de ne pas avoir des actions scriptées, de ne pas avoir à maintenir des arbres de décision, des arbres de dialogue. On a des digressions. C'est-à-dire qu'au sein d'une conversation, si j'ai envie de changer de sujet, l'assistant est assez intelligent, va basculer d'un sujet à un autre et me ramener vers l'action initiale. Le tout en low-code, no-code, comme on l'a vu, avec des fonctionnalités d'IA générative. On a également tout ce qui va être recherche conversationnelle et RAG. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Le RAG, c'est ce qui va nous permettre de coupler une IA générative, ces fameux modèles, avec une base de données fiable, donc la base produit de documents, mais on peut imaginer également des procédures internes, des lois, des politiques de votre secteur, etc. Le tout en utilisant plein de skills et d'automatisation qui sont préconçus par IBM. Donc, on vous l'a présenté également avec Sébastien. IBM s'engage à maintenir plus de 1000 skills sur les logiciels les plus utilisés. Un skill, ça va être par exemple poser un jour de congé dans Workday, envoyer un email, aller chercher une information dans le CRM. Je pense qu'on vous l'a bien démontré. Et il y a plein de cas d'usage. J'en ai mis que 3, mais honnêtement, j'aurais pu faire une slide uniquement sur les cas d'usage. On peut imaginer avoir une FAQ augmentée, avoir un assistant qui va aller se connecter, scraper le web pour répondre à plein de questions. Les interactions CRM, on l'a vu, l'assistance à l'agent. C'est-à-dire qu'un agent, quand il va se connecter et avoir des informations sur le client, automatiquement, il va avoir des résumés de l'historique d'achat du client. Pour la RH, on peut imaginer la création d'une fiche de poste, la planification d'entretien directement sur Outlook et génération d'emails qui est envoyé au candidat. Pour la vente, on l'a vu, identification d'opportunités, recommandation produit avec des moteurs de règles, génération d'une campagne, le tout sans quitter le chat, sans avoir à ouvrir 5 fenêtres, sans avoir à comprendre le fonctionnement des systèmes. Donc, on a notre catalogue. Vous pouvez, vous de votre côté, ou être accompagné par IBM et ses partenaires, créer de nouveaux skills, de nouveaux API. Concrètement, si vous avez un système qui n'était pas dans la liste d'IBM, on peut sûrement s'y connecter. Et on peut rajouter du RPA, de l'automatisation, que ce soit d'IBM ou d'autres, des confrères. Donc, par exemple, on s'intègre avec UiPath, etc., pour vraiment avoir une expérience fluide et puissante. Et donc, le schéma d'architecture, c'est un petit peu mon dernier slide, je crois, ressemble à ça. Quand moi, je vais poser ma question, que je sois commercial dans le BTP, agent d'assurance ou client, automatiquement, en fait, on va parler avec une IA générative. Donc, l'avantage, c'est que c'est conversationnel et c'est un petit peu ce qui est utilisé partout aujourd'hui. Par contre, nous, on va le coupler avec une base de connaissances fiable. Donc ça, on en revient à cet acronyme RAG. On va le coupler avec une base produit, avec une FAQ,
pour être sûr que l'IA générative se base sur des informations récentes, fiables et gouvernées par l'entreprise. On va y rajouter des agents qui sont entraînés. Donc moi, j'avais mon agent qui était entraîné spécifiquement sur les panneaux solaires. Donc ils vont permettre d'être invoqués suivant le sujet. On va rajouter nos skills. Donc ces fameux skills, ces compétences extrêmement puissantes qui nous permettent non pas de juste lire ce qui se passe, mais d'aller agir dans un système. Et on peut avoir des conversations personnalisées. Par exemple, la prise de rendez-vous. Une métaphore qu'on utilise souvent, c'est il ne faut pas utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Voilà. On n'a pas besoin d'utiliser des skills et une IA générative pour la prise de rendez-vous. On a besoin d'une date, d'une heure, la raison du rendez-vous. Le tout peut être scripté sans avoir à invoquer et utiliser des GPU et beaucoup de ressources. Donc voilà un petit peu le schéma d'architecture de nos assistants IA aujourd'hui, avec comme objectif de rester low code, no code. Il faut que ce soit maintenu par les métiers. Il faut que des équipes et des profils un petit peu techniques, parfois, puissent aller sur cette plateforme. Ce n'est pas uniquement à la main de la DSI. Par contre, il y a la possibilité d'avoir une gouvernance forte et une gestion des accès des droits au sein de la plateforme. On peut donner le droit à certains collaborateurs de créer des actions, à d'autres collaborateurs d'uniquement voir le tableau d'analyse. Donc, c'est assez puissant. Voilà de mon côté. Alors, je vais sûrement arrêter le partage pour voir s'il y a des questions. Donc, j'arrête le partage. Merci Mathéo. N'hésitez pas à poser vos questions. On fait le point un petit peu sur les questions qui ont été posées dans le chat. Ok, alors je vois une première question. Donc, comment définissez-vous les métriques de temps pour les intégrer dans Watson et obtenir le gain de temps associé? Alors, côté IBM, on a déterminé que générer un email prenait 3 minutes. On a déterminé que trouver un bon produit avec des règles métiers en se basant sur des informations présentes dans un CRM, présentes dans un ERP, présentes dans des fiches techniques, durait 10 minutes. Et en fait, avec ces sortes de référentiels et de benchmarks, à partir du moment où un skills va être invoqué, on va estimer que ce skills a fait gagner X minutes dans la vie du collaborateur. Ce ROI peut être reprécisé par la suite humainement, mais ça donne déjà une bonne base C'est ça. d'échange sur une base de ROI. Deuxième question, est-ce que je peux utiliser mon GED comme source de données? Eh bien, tout à fait. Alors, soit il s'agit d'un GED déjà existant dans le catalogue des skills. On pense notamment à Microsoft 365, SharePoint ou autre. Ou si c'est une GED personnalisée, là on passe sur l'intégration au format API. Donc, on définit l'Open API, on fournit ça en termes de skills et on peut l'utiliser et l'intégrer. On appelle ça un personal skills. Exactement. Ensuite, on a une autre question. Alors, Watson Orchestrate peut-il être interfacé avec un logiciel de RPA, Robot Process Automation? Eh bien, exactement. C'était un objectif assez important de la plateforme, c'est d'être agnostique. Donc, il y a la possibilité de s'interfacer avec les logiciels RPA d'IBM, mais également avec les logiciels RPA du marché. Donc, j'ai parlé de UiPath, mais il y a également d'autres logiciels que vous utilisez en RPA. À partir du moment où, en fait, ces logiciels donnent l'opportunité d'avoir une API, nous, on peut aller s'y interfacer. Donc, c'est vraiment votre fournisseur de logiciels RPA. Est-ce que ce fournisseur de logiciels RPA est ouvert, permet à d'autres systèmes de l'utiliser? Alors, nous, dans ce cas-là, on va pouvoir l'utiliser et l'invoquer en langage naturel au sein du chat qu'on vous a présenté. Tout à fait. Pas de questions pour le moment. Justement, je voulais parler de UiPath. Bah, tout à fait. Alors, il est prévu nativement dans l'utilisation en termes de skills. On l'avait vu sur un des derniers slides que Mathéo a présenté, où on voit que ça fait partie d'une compétence implémentable directement sans nécessité de l'intégrer avec OpenAPI, puisque c'est déjà intégré nativement. Exactement. Et IBM s'engage pour maintenir justement ces connexions. Donc, en termes d'industrialisation, ça permet d'aller plus vite et d'être beaucoup plus sûr sur le fait que si UiPath change ses API ou change des spécificités, et donc la nécessité de changer cette API repose sur les équipes IBM.
Qu'est-ce que le prix? Alors, donc on a une autre question. Qu'est-ce que c'est le prix d'utilisation au quotidien? Alors, il y a plusieurs aspects. Donc déjà, il y aurait un aspect déploiement de la solution on-premise. Donc là, c'est achat de licence. Ou sinon, sur le cloud. Donc nous, cette solution, elle est disponible sur IBM Cloud en mode SaaS avec un abonnement mensuel. Et pareillement sur des marketplaces partenaires, donc à savoir sur AWS, par exemple. Et ça peut également être déployé sur des clouds souverains comme Cloud Temple. Donc pour tout ce qui va être déploiement et utilisation de la solution en mode SaaS, ça va être un abonnement. On est extrêmement transparent sur les prix sont en ligne, mais ça va être un abonnement au nombre d'utilisateurs qui utilisent la plateforme et également au nombre de ressources qui sont utilisées. Donc, un skills va correspondre à une ressource. Et donc, de base, en fait, vous allez avoir accès à une instance avec 60 000 skills, le fait de pouvoir invoquer 60 000 skills, le fait d'avoir 4 000 utilisateurs, le tout par mois, avec la possibilité d'avoir plus de ressources. Et donc, le tout, c'est facturable à la fin du mois. Voilà. Mais pour tout ce qui est spécifications techniques et prix, on pourra revenir vers vous, ou vous pouvez déjà aller sur les pages produits Watsonix Orchestrate pour comprendre le pricing. Est-ce que ça répond à la question ou pas? Je vais laisser Paul répondre et nous dire s'il a plus de questions sur le prix ou si j'ai été clair. Oui, merci. Ok, super. Ce qu'il faut savoir avec l'IA générative, c'est que le pricing, les forfaits, sont pas forcément très intuitifs parce que tout fonctionne au token. Donc, l'IA générative va ingérer des informations et générer des informations. Ces informations sont coupées en tokens. Donc, dans la langue française, un mot est égal à 2 tokens. Et donc, ça veut dire que de manière générale, chez IBM, par exemple, 1 million de tokens vont coûter 60 centimes pour un classe 1. Donc, je rentre un petit peu dans la technique, mais ce qui est important à comprendre, c'est que pour beaucoup de modèles, par exemple Mistral 8x7, pour Granite, pour des petits modèles pertinents, ça va coûter 60 centimes de générer et d'ingérer 500 000 mots. Et donc, cette logique de token va être appliquée dans tous les produits qui utilisent de l'IA générative. Donc, ça paraît un petit peu compliqué, mais tous nos confrères du marché utilisent ce même fonctionnement. C'est essentiel, ça va générer et utiliser beaucoup de ressources de répondre à une question avec l'IA générative. Donc, on s'appuie sur ce pricing de token. Voilà. En complément, on peut préciser qu'il y a un calculateur qui permet de faire des simulations Oui. sur les prix, qui aide un petit peu à y voir plus clair sur un démarrage. Est-ce que vous avez d'autres questions? On attend juste peut-être 15 secondes, 15-20 secondes pour voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Mhm. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez même des questions sur les stratégies globales d'IBM. Je parlais d'open source, d'intégration, de déploiement on-premise. N'hésitez pas à poser des questions même un petit peu plus larges. On peut peut-être préciser que si vous êtes intéressé ou souhaitez en savoir davantage, les prochaines étapes, n'hésitez pas à nous contacter, Monaco Digital, et on travaille en collaboration avec IBM pour vous accompagner sur une phase de démarrage, ce qui est très important. Donc, il y a un service, le Client Engineering chez IBM, qui peut vous accompagner sur cette phase de démarrage en collaboration avec nous, Monaco Digital, et par la suite, concrétiser ça sur une mise à l'échelle où nous, Monaco Digital, nous implémenterons du coup la solution validée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tout souhait de démo plus personnalisé ou questions plus précises, ou si vous souhaitez un échange autour de ce sujet. Absolument. On a une autre question de Damien qui dit, sur les modèles cloud de votre produit, où se situent les informations? Europe, US. Alors, on a différentes options. On a bien sûr plusieurs serveurs aux États-Unis, principalement à Dallas. En Europe, on a des data centers à Francfort. Donc, on a des serveurs en Europe. Et en France, on a la possibilité de se déployer sur un cloud souverain avec un partenariat avec Cloud Temple, s'il y a des restrictions spécifiques. Et l'étape d'après, donc ça, c'est un vrai point différenciant comparé à des confrères, c'est qu'on peut amener l'IA générative on-premise. Donc, pour les banques ou pour des gouvernements ou juste des organisations qui ont des aspects de conformité assez stricts, on a la possibilité de déployer
OS X Orchestrate ou même de l'IA générative sur vos serveurs chez vous. Donc, normalement, c'est quand même assez puissant et très flexible en termes de déploiement. Et on a une autre question. Et on-prem, comment se mettaient à jour les modèles d'IA? Alors, donc on-premise, nous, on a des releases normalement 4 fois par an, une fois par trimestre, ou parfois même plus récemment. Donc, quand il y a un nouveau modèle qui sort, par exemple, il y a eu l'arrivée du modèle Mistral Large de l'un de nos partenaires, donc Mistral AI étant une entreprise française, on a eu un partenariat et on l'a intégré directement, sur les modèles. Donc, il y a des engagements et vous avez accès au catalogue de modèles. Suivant la taille des modèles, il y a une facturation différente. Donc, on en revient au fait que Mistral large va coûter un petit peu plus cher au nombre de tokens, mais les modèles sont déployés, que ce soit on-premise ou en SaaS. Donc là, sur les... Voilà. OK, merci. Super. Merci. Je pense pas qu'il y ait davantage de questions. En tout cas, merci à tous pour votre présence. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a intéressé également. Pour la suite, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Et vous allez recevoir aussi un questionnaire de satisfaction sur le webinaire. N'hésitez pas à le saisir. Toutes suggestions, retours et bons à prendre, si ce n'est au moins pour nous améliorer pour les prochaines sessions. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Merci à tous pour vos commentaires. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.